Molina. Bonjour Martial. Les auditeurs de Radio Liberté vous connaissent bien, ceux de TV Liberté, les téléspectateurs vous connaissent moins, et on va vous découvrir à travers un ouvrage que vous venez de rédiger qui s'appelle La bombe africaine et ses fragmentations aux éditions du Alpha. Vous êtes journaliste et vous avez publié 17 ouvrages, c'est le 18e. Oui, livres et brochures. Alors, comme le dit avec une certaine malice dans sa préface Alain Sanders, la bombe dont vous parlez, elle n'est ni sexuelle, malheureusement, ni atomique, mais démographique. Elle est démographique et elle est catastrophique parce que c'est une épée de Damoclès qui pend au-dessus de nos têtes. Et si les pays européens ne prennent pas le problème à bras-le-corps, ce 21e siècle va être un siècle catastrophique et pour l'Europe et pour l'Afrique. Déjà, je rappelle que le président Macron lui-même, lors de son voyage au Burkina Faso en novembre 2017, avait dénoncé le fait que les femmes du Niger, par exemple, aient malheureusement 7 enfants. 7 enfants par femme au Niger. C'est le plus haut taux, si vous voulez, c'est le plus haut indice synthétique de fécondité en Afrique. Le Niger. Ça donne par exemple d'autres pays. Vous avez le Nigeria actuellement qui est entre 190 ou 210 millions. On ne sait plus au million près. Eh bien, en 2100, selon les courbes que nous avons en notre possession, eh bien, le Nigeria comptera 400 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'en moins de 100 ans, il va doubler sa population. Le continent africain bondit, vous dites, de 150 millions d'âmes à 1,3 milliard, avec une projection à 2,5 milliards à l'horizon 2050, même si ces projections, on sait ce que ça vaut. Cette population s'est donc multipliée par 17, pendant que la population de la France, par exemple, s'est multipliée de 1,7. Cette disproportion, aujourd'hui, on va en payer les conséquences. Oui, et d'autant que parmi la population recensée en France, tous les gens qui habitent la France ne sont pas de souche française, même si beaucoup obtiennent la nationalité. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a un indice qui nous permet d'avoir une petite idée de la démographie française. Vous savez que les statistiques ethniques sont interdites, contrairement à des grands États comme les États-Unis. Et d'ailleurs, le CRAN, qui est l'équivalent du CRIF pour les populations noires, ce comité représentatif des associations noires, revendique que lui, le recensement des populations soit antillaises, soit d'origine d'Afrique. Pourquoi? Sans aucun doute pour avoir droit à son quota. Eh bien, quand on analyse disons les projections faites par la santé publique au sujet d'une maladie, la drépanocytose, qui ne touche que les populations maghrébines, africaines ou antillaises, on s'aperçoit que quand même, à l'heure actuelle, 39% des nouveau-nés sont susceptibles ou sont, si vous voulez, l'objet d'analyses concernant cette maladie qui touche uniquement les populations que j'ai citées et qui est une maladie du sang. Et on a, par décantation, n'est-ce pas, forcément, une idée de la population française de souche. Bien entendu, il ne s'agit pas de faire de discrimination entre les gens, puisque les gens qui naissent en France, selon la loi, c'est la loi, le droit du sol, évidemment, ils ont la nationalité française. Et donc, cette surpopulation africaine et ce trop-plein, cette expansion qui se dirige vers les côtes de la Méditerranée, aujourd'hui c'est l'Espagne qui est touchée, hier c'était l'Italie, avant-hier c'était la Grèce, et si nous ne maîtrisons pas ces flux migratoires, si nous ne réussissons pas à fixer les populations africaines sur place, je rappelle simplement évidemment qu'il y a eu le plan Borloo qui a été esquissé, c'est-à-dire l'électrification de l'Afrique, mais il n'y a pas que l'électrification, il y a le problème de l'eau, et puis ensuite il y a aussi la révolution des mentalités chez les femmes, pour que ces femmes, enfin, aient la maîtrise de la natalité. Alors là aussi, nous nous confrontons à un problème parce que il y a une religion importante qui touche à peu près la moitié du continent africain, à savoir l'islam, et qui, elle, évidemment, n'est pas pour freiner, si vous voulez, l'expansion démographique. Est-ce que ce trop-plein de population s'envole, vous le dites, prioritairement vers l'Europe, alors qu'il y a toute une école de pensée qui dit, en fait, l'Afrique, elle est vide et elle est susceptible, totalement susceptible d'accueillir cette population sur son propre sol? Écoutez, elle est susceptible, oui, mais quand vous voyez, par exemple, ce drame qui se passe en Afrique australe, où
Malheureusement, l'exemple du Zimbabwe, l'ex-Rhodésie n'a pas suffi. Ou la Rhodésie, par exemple, ancienne colonie britannique, qui est devenue indépendante, sous la férule dans un premier temps de sa minorité européenne, produisait, exportait des aliments, du maïs, du bétail, du tabac qui lui donnait des devises. Et quand M. Mugabe a chassé les quelques 6000 fermiers blancs, évidemment, la production agricole s'est effondrée. Et pour acheter un paquet de cigarettes, il faut venir avec une brouette contenant $1 million zimbabwéens. Eh bien, en Afrique du Sud, post-apartheid, l'Afrique du Sud de Nelson Mandela, paix à son âme, cette Afrique du Sud dite arc-en-ciel, eh bien, on se dirige vers la nationalisation des terres africaines qui sont encore des terres qui appartiennent encore à 40 000 afrikaners, descendants des fameux boers, ces fermiers d'extraction hollandaise qui ont colonisé petit à petit l'Afrique du Sud. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va donner des terres à des propriétaires noirs, certes, mais qui n'auront pas la technicité pour en obtenir des productions suffisantes pour donner suffisamment d'aliments aux populations africaines. Il faudrait combien d'Afrique, combien de planètes bleues pour nourrir des populations pareilles? Là, on voit bien, par exemple, les écologistes descendent dans la rue. Au passage, je rappelle quand même que les Verts, ben, c'est comme la pastèque. Hein. Les Verts, c'est quoi? C'est le fruit est vert à l'extérieur, il est rouge à l'intérieur. Fermons la parenthèse. Ben, c'est bien joli de vouloir défendre l'environnement. Mais l'environnement, la défense de la planète, la défense du monde animal, ça passe aussi par la maîtrise des populations. Combien de planètes bleues va-t-il falloir pour nourrir ces 4 milliards d'Africains de l'an 2100, ce milliard 500 millions d'Indiens, ce milliard de Chinois? La population stagne parce qu'il y a une politique autoritaire. Hein, c'était la politique de l'enfant unique. Eh bien, on peut quand même se poser des questions. Si tous les Noirs d'Afrique ou les Maghrébins vivaient comme le citoyen américain moyen, je le redis encore pour la 3e fois, combien de planètes bleues faudrait-il? Vous dites aussi qu'une conséquence de cette démographie, c'est qu'elle mange toute hausse de la productivité, elle annule tout le progrès en matière agricole et sociale. Et là aussi, on pourrait penser que c'est le contraire, puisqu'il y a de populations à nourrir, et bien plus il y a de production, plus il y a de productivité, et donc on devrait aller vers une hausse de cette productivité. Mais vous dites que c'est le contraire. C'est oublier quand même des conditions climatiques qui ne sont pas favorables partout aux cultures. Bon, vous avez eu une période de sécheresse très importante en Afrique australe, alors que les hautes terres du Kenya, de la Tanzanie, du Zimbabwe ou de la Zambie, de l'Afrique du Sud sont très favorables à un certain nombre de cultures. Mais quand vous avez la sécheresse, vous ne pouvez plus nourrir les troupeaux, etc., etc. D'ailleurs, on le voit d'une façon tout à fait anecdotique en France aussi. Hein. Bon, et quand vous avez des populations aussi nombreuses, bah ça se marche dessus. Hein. Alors pourtant, ce continent est riche. Il est riche en minerais et l'Europe a besoin de ces minerais. Et je pense que il y a un immense intérêt de part et d'autre à coopérer intelligemment. Or, il y a un frein. Bah, le frein, c'est aussi la mauvaise gouvernance de ces pays. Oui, ça, là, sur l'aspect politique, on est vraiment sur l'aspect politique. Là, vous faites une démonstration, je vais dire quasiment par l'absurde, des différents chefs d'État, soit corrompus, soit dictatoriaux, qui se succèdent en Afrique et qui ne permettent pas, bien évidemment, d'établir un partenariat d'égal à égal qui soit favorable aux uns et aux autres. Non, alors en plus, vous avez raison, mais pour que les gens soient corruptibles, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Et hélas, il faut bien le dire, beaucoup de sociétés européennes ou américaines ont joué le jeu en entretenant des relations coupables avec des chefs d'État qui n'étaient pas, passez-moi l'expression, blanc-blanc. Vous avez le népotisme. Alors là, on se succède de père en fils. Par exemple, c'est prévu en Guinée équatoriale. C'est la famille Obang qui tient ce petit pays ex-colonie espagnole comme un gang tiendrait son territoire. C'est la semaine dernière le président Paul Biya du Cameroun qui en est à son 7e ou 8e mandat, je ne sais plus, qui a 85 ans. Il serait temps qu'il passe la main et qui veut entamer et qui va probablement entamer un nouveau mandat. Ça fera 35 ans qu'il est au pouvoir. On pourrait citer comme ça moult exemples. Bon, nous avons eu la chance à l'époque de l'entente franco-française
franco-africaine, d'avoir des chefs d'État de valeur, comme Léopold Sédar Senghor, comme Houphouët-Boigny, si vous voulez. C'est des gens qui étaient frottés à la culture française, qui avaient même été ministres du gouvernement de la République sous la 4e. C'est des gens donc qui étaient complètement pénétrés par, si vous voulez, par leurs responsabilités. Seulement cette génération-là est partie, et aujourd'hui, partout en Afrique, à part quelques exceptions, rares exceptions, le Botswana est un pays qui serait bien gouverné, mais hélas, partout ailleurs, où c'est le parti unique, où c'est le népotisme qui perdure. Hein, népotisme, disons, corruption, concussion, etc. Bon, c'est effroyable. Et la démocratie en Afrique, c'est une sinistre plaisanterie qui a été imposée par François Mitterrand lors de la conférence de La Baule. Et on a dit que, bah oui, le parti unique, c'est pas bien, c'est la dictature. Alors on a fait la démocratie, bien entendu, la démocratie élective en Afrique. Mais quand vous avez des pays artificiels qui sont à cheval sur plusieurs ethnies ou plusieurs tribus, ben vous avez forcément une réaction ethnique et les gens votent pour les gens de leur ethnie. Voilà. Donc ça a volé en éclats et seuls les pays qui tiennent le coup sont des pays, bah, malheureusement, qui sont tenus d'une poigne de fer parce que, bah, comme le dit parfaitement le professeur Lugan, c'est l'ethnomathématique qui règne en matière électorale, c'est-à-dire que c'est l'ethnie la plus forte qui rafle la majorité des sièges, puisqu'elle coagule autour d'elle des ethnies minoritaires. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre difficulté dans les relations de l'Occident avec l'Afrique, et plus particulièrement de la France? C'est que, il ne vous a pas échappé que l'homme européen est allé en Afrique et que nous avons participé, en bien ou en mal, cela se discute, au développement de l'Afrique sur la base d'un partenariat qui pourrait être aujourd'hui un partenariat à l'envers. Il n'est pas anormal, et certains intellectuels africains le disent, que l'homme africain et en Europe. Oui, alors là, je m'inscris en faux. C'est dans la lignée de cette repentance, ce mea culpa permanent, qui veut que l'homme blanc, ce galeux, ce pelé, n'est-ce pas, ait martyrisé l'Afrique. Alors, nous avons notre part de responsabilité. N'oublions jamais le commerce triangulaire. Ce commerce triangulaire aussi, il faut le dire, n'est pas uniquement de la responsabilité de l'homme blanc. Il faut savoir quand même que des chefs de tribus noirs et les Arabes vendaient, si vous voulez, leurs esclaves à des négriers européens qui les transplantaient en Amérique du Nord. Hein, bon, ça, il faut, et lesquels, évidemment, négriers européens ramenaient les produits tropicaux d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Bon, c'était le fameux commerce triangulaire. Mais là, nous avons une co-responsabilité avec certains chefs autochtones et avec les Arabes. Il ne faut jamais oublier ça. Bon, alors évidemment, cette période-là est révolue, et heureusement, mais n'oublions pas que c'est quand même un député français, Victor Schœlcher, au XIXe siècle, qui a obtenu l'abolition de l'esclavage. Hein, et c'est tout à l'honneur de la France. Il faut savoir que, par exemple, le Brésil, qui est dans l'actualité, sous les feux de l'actualité actuellement, n'a aboli l'esclavage qu'en 1880. C'est très récent, somme toute. Bon, alors, cette culpabilité est insupportable. C'est vrai que l'homme blanc est allé pour 3 raisons principal en Afrique. Il y est allé pour aller chercher, évidemment, des produits tropicaux. Il y est allé aussi pour évangéliser, mais il y est allé aussi pour civiliser. Rappelons-nous Jules Ferry, qui avait donné pour mission à la Troisième République d'élever toutes ces populations qui étaient considérées comme étant inférieures. Et je pense que la France n'a pas déméritée dans cette mission civilisatrice. Elle a été, comme les Portugais, dans une veine assimilatrice, alors que, par exemple, les Anglais, eux, les Anglo-Saxons, avaient une autre conception de la colonisation, c'est-à-dire qu'ils gouvernaient indirectement, comme ils l'ont fait en Inde d'ailleurs. Ils préféraient avoir laissé la bride un peu aux chefs autochtones, tout en tirant les ficelles. Nous nous sommes investis corps et âme. Il faut quand même pas oublier qu'il y a eu beaucoup de médecins coloniaux, et c'est grâce à eux que énormément de maladies endémiques ont été éradiquées. Est-ce que vous pouvez comprendre le point de vue, par exemple, du philosophe normalien sénégalais qui est Souleymane Bachir Diagne, qui propose, malgré chez lui une critique récurrente de l'Occident dominateur, de commencer de parler d'égal à égal. Il dit, vous avez la Grèce, nous avons l'Égypte, vous avez les droits humains, nous avons la charte de Mandé, du Manden, qui est une charte d'ailleurs controversée dans son authenticité. Mais est-ce que ce discours qui est de parler d'égal à égal vous paraît aujourd'hui acceptable ou ça ne l'est pas? Alors écoutez, les hommes sont égaux.
tous les hommes sont égaux en droit, mais il peut y avoir des différences, si vous voulez, dans le temps et dans l'espace. Par exemple, il est évident que les Africains sont plus performants que les Européens dans certaines disciplines sportives. Voilà, c'est comme ça. Ceci étant, on peut peut-être préférer l'acropole aux splendides mosquées en bout séché de Mopti. C'est un point de vue. On peut peut-être préférer le mur du Zimbabwe, qui est un mur en grosse pierre, massif, bien taillé en colimaçon, qui dénote une certaine capacité à travailler la pierre dans des temps reculés. On peut dire que c'est peut-être supérieur au nourag qu'on peut découvrir en Sardaigne. Bon, tout est relatif. Par exemple, vous prenez le Portugal et la Grèce. Aujourd'hui, le Portugal et la Grèce, qui sont des pays merveilleux, c'est quoi le Portugal et la Grèce? Ce sont de magnifiques musées à ciel ouvert. Est-ce que les principes fondamentaux des droits humains, ils ont été évoqués dans la Charte de Mandé, c'était en XIIIe siècle. Il faudra attendre les droits de l'homme, ce sera au XVIIIe siècle. Ah oui, attendez, c'est malheureusement l'histoire de l'humanité. C'est le rapport du faible au fort. Pendant des siècles, l'Europe a été une puissance dominante. Et puis, ça tourne. On ne savait pas ce qui se passait en Asie. Il y avait l'Empire du Milieu. Et puis, il y avait ce Japon qui était fermé. Regardez ce Japon féodal, ce qu'il est devenu. Ce Japon féodal qui, en 1905, je crois, sa marine coule la marine russe. C'est la première fois qu'une puissance, si vous voulez, extra-européenne domine une puissance européenne. Donc, je le disais à l'instant, ça tourne, et dans l'espace et dans le temps, écoutez, il y a des avancées, puis des reculades. Peut-être que l'Europe est sur une position aujourd'hui de faiblesse, et justement, c'est comment dirais-je, au peuple européen de se ressaisir, et ça ne veut pas dire que nous devons mépriser les autres. Il faut au contraire dialoguer avec eux pour leur faire comprendre que leur intérêt, c'est de coopérer avec nous. Et voyez-vous, le malheur de l'Afrique, c'est quoi? C'est qu'ils ont des élites. Ils ont des élites minoritaires, certes, mais ces élites minoritaires ne cherchent qu'une chose, c'est à venir chez nous. Savez-vous qu'il y a autant, sinon plus, de médecins béninois qu'au Dahomey? C'est insupportable. On a besoin de médecins africains en Afrique, et non pas forcément de médecins africains en Europe. Pourquoi enverrions-nous des médecins européens coopérer en Afrique, alors qu'il faut au contraire former des médecins africains qui vont exercer leur discipline chez eux? Dernier point, on voit bien que dans votre ouvrage sur cette bombe africaine, qui est la bombe démographique, vous sous-tendez quand même un point de vue qui n'est pas sans difficulté, c'est de contraindre à la régulation des naissances. Et cela, à partir de là, vous mettez en cause, il faut bien le dire, les églises chrétiennes, prioritairement, qui, elles, bien évidemment, ne veulent pas imposer aux populations ce type de contraintes. Oui, non, mais ça, j'en suis tout à fait conscient que le message christique, c'est effectivement la liberté, si vous voulez, pour les familles d'avoir le nombre d'enfants qu'elles veulent. Et il y a en Afrique, évidemment, une religion importante, à savoir l'islam, et puis il y a aussi des adeptes des différentes religions réformées, ou du catholicisme, ou des animistes. Mais si d'une certaine façon, nous ne faisons pas comprendre aux familles africaines qu'elles pourront se développer harmonieusement en limitant quand même le nombre de leurs enfants pour pouvoir assurer à chaque enfant un développement, si vous voulez, normal, c'est valable aussi, malheureusement, en Europe. Et écoutez, les familles nombreuses, c'était l'affaire du siècle passé. C'est vrai que dans les classes populaires, ou même dans les classes aisées, il y avait beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, c'est le drame, on ne fait plus assez d'enfants. La solution, c'est quand même le juste milieu. Le juste milieu passe par des familles équilibrées, 2, 3 enfants. Là, en Afrique, nous sommes quand même, je l'ai dit tout à l'heure, au Niger, à 7 enfants par femme. Le Niger, c'est quoi? C'est des centaines de milliers de carrés de tas de sable. Il y a juste de l'uranium que le Niger nous vend, et c'est tout. Peut-être pourrait-il mettre, évidemment, des champs solaires. Le jour où on va maîtriser la capacité du stockage et de la transmission de cette électricité solaire, peut-être que ces pays-là, comme l'Espagne le fait dans le Sud, peut-être que là, c'est une issue. Mais en attendant, que vont faire ces Nigériens qui étaient 3 millions en 1960, qui sont 17 à 18 millions aujourd'hui et qui risquent d'être 40-45 millions dans 50 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? De quoi vont-ils vivre? Il n'y aura pas plus de culture? Il n'y aura pas plus de bétail? C'est dramatique. Et là, effectivement, je crois que les religions doivent se saisir
corps et âme de ce problème pour essayer d'influencer. C'est ça que c'est difficile et que c'est contraire peut-être à leur doctrine, mais pour essayer d'avoir des familles harmonieuses. Alors évidemment, ça ne sera pas d'une façon autoritaire comme en Chine, c'est pas comme ça que je vois ça. Hein, en Chine, c'était la politique autoritaire de l'enfant unique. Ce qui fait que clandestinement, des familles ont eu 2 enfants et plus et qu'on ne voulait pas de filles. Bon, mais là, on peut peut-être par l'éducation des femmes, par des messages appuyés, faire comprendre par des méthodes naturelles, sans avoir recours aux capacités chimiques, peut-être de faire comprendre à ces gens-là que leur bonheur est dans effectivement des familles, mais des familles nombreuses peut-être, mais pas très nombreuses. Je disais tout à l'heure que cette bombe, elle n'est pas atomique, et pourtant, en fait, dans la réalité, quand on vous lit, cette bombe démographique, elle est atomique, elle va dévaster tout sur son passage, et bien évidemment, la France en particulier, dont vous faites finalement un astre qui devient mort, et on se dit que si la France est un astre mort, est-ce que c'est nécessaire d'exhorter, comme vous le faites à longueur de page, à monter une garde vigilante et implacable au créneau de la forteresse France? Je reprends vos termes lyriques. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Écoutez, rien n'est jamais trop tard. Vous connaissez la parole du statutaire de Guillaume d'Orange, statutaire des Pays-Bas, qui au XVIe siècle disait « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ». Alors il ne faut pas laisser aller la politique du chien crevé au fil de l'eau. Il faut faire comme la Hongrie, d'une part, mais ça ne suffit pas. Il faut faire comme la Hongrie, élever des murailles infranchissables. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne laisse pas entrer sur notre territoire l'immigration que nous souhaitons et que nous désirons. Bon, il faut d'abord limiter le regroupement familial à des cas bien spécifiques. Il ne faut pas faire comme M. Macron, engraisser, tolérer, encourager les fameux mineurs isolés, qui ne sont pas plus mineurs que mon grand-père ou que moi-même. Il y a ça aussi. Par exemple, dans mon département, la Seine-et-Marne, ça coûte 30 millions d'euros. Bon, déjà, il faut arrêter les frais. Donc, il faut que les frontières soient infranchissables. Et pour ça, on s'en donne les moyens. Or, qu'est-ce qui se passe? Vous savez pertinemment que les passeurs qui gagnent de l'argent passent un petit coup de téléphone, mettent sur leur barcasse des centaines d'Africains, au risque d'ailleurs de les faire noyer, et il y en a qui se noient, c'est tragique. Et puis on passe un petit coup de fil au gentil bateau de M. Soros, n'est-ce pas, qui finance tous les mauvais coups anti-européens. Et puis le gentil Aquarius arrive, prend à bord ces pauvres réfugiés africains, et puis cherche un port pour débarquer. Et puis après, évidemment, on attire le regard de Margot, et on essaye de faire pleurer Margot sur le sort de ces pauvres enfants, de ces pauvres gens. Et effectivement, c'est tragique. Bon, ceci étant, en Afrique, ils se cotisent dans le village. Aujourd'hui, c'est plus le tam-tam, c'est Internet, c'est le portable, c'est la télévision et c'est la radio. Ils savent comment ça se passe chez nous, et donc ils se cotisent pour envoyer l'un des leurs arriver à l'Eldorado supposé qui serait la terre promise chez nous. Eh bien, ça, il faut que ça cesse. Et ça peut cesser par des moyens militaires, en allant en Libye, en accord avec les autorités libyennes, les deux, parce qu'il y a le gouvernement de Tripoli et celui de Benghazi, en allant détruire sur place ces nids de vipères. C'est facile, hein, il y a la brigade San Marco italienne, il y a la 11e brigade para-française, il y a les Espagnols qui ont ce qu'il faut. Ça, en 48 heures, c'est réglé, hein, faut pas me raconter l'histoire. Bon, en plus, ça, bien nos militaires, ça leur fera un petit peu d'exercice. Eh bien, une fois que les nids de passeurs ont été nettoyés et réglés, déjà, on aura réglé la moitié du problème. Mais, dans le même temps, comme dirait l'autre, il faut... Et c'est là où les gouvernements européens doivent tous intervenir au coude à coude, et pas uniquement la France, ils doivent intervenir en Afrique, pour assurer justement le développement et former ce qui manque à l'Afrique, c'est-à-dire des cadres intermédiaires, des petits agents de maîtrise, des plombiers, des charpentiers, vous voyez, des infirmiers, etc. C'est ça qui manque à l'Afrique. Parce que l'Afrique, elle a rien, ou des élites intellectuelles qui n'ont qu'une obsession, c'est de venir en Europe. La bombe africaine et ses fragmentations, c'est la suite, c'est dans cet excellent ouvrage de Jean-Claude Relina, et c'est aux éditions du Alpha. Merci Jean-Claude Relina. Merci Martial. Et on vous retrouve sur Radio Liberté tous les jeudis. Tous les jeudis, exactement. Merci.